Il est temps que les hommes intelligents de mon pays puissent parler pour défendre la nation. Vous étiez très nombreux à demander à ce que nous puissions les chercher, malgré ses multiples occupations, au nom de la République pour sa nation. Il a accepté de venir sur ces plateaux de la Mama nationale, CSS Télévision, Canal Studio Satellitaire. Lui, il s'appelle il est secrétaire général, chef du parti Palou. Willy Makache, il est professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa, ancien vice-premier ministre dans le gouvernement Matata Ponyo, député national, président du groupe parlementaire Palou et Alliés, Alliance CCU. Il est ici avec nous, la tête bien faite de la République. Professeur, soyez le bienvenu. Merci. Professeur Willy Makache, une question de curiosité, hein? C'est vrai, avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. On va parler du propos du président rwandais, Paul Kagame. On va revenir sur ça. Ces propos qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans l'opinion. On en parle. On va également parler de la charte de l'Union sacrée. Il y a ceux qui pensent que sur le FCC bis, on va placer un mot sur ça. Alors, la loi Tchani, une proposition de la loi Tchani, que vous, le Parlement, vous avez déjà aligné, espérant que cette loi sera débattue dans quelques jours. Vous êtes député national, on va parler de cela, parce que le voix s'élève en disant que cette loi va diviser les Congolais. Vous êtes constitutionnaliste, on va placer un mot sur cette loi. La gestion du régime Tshisekedi est-elle rassurante pour les biens de tous? C'est avec vous, je précise que vous êtes dans l'Union sacrée. Mais avant cela, vous êtes professeur à l'université. Être professeur au Congo, c'est pour défendre les valeurs ou c'est pour être à la merci de ceux qui ont des moyens? Merci beaucoup Delphin de nous avoir invités. Être professeur au Congo. Vous avez dit professeur d'université. Oui. L'université n'est pas congolaise. L'université est universelle. Okay. C'est l'universalité des connaissances, du savoir, de l'éducation. Il y a l'université par rapport au Congo. Elle est installée au Congo pour communiquer la science, pour communiquer les savoirs, l'éducation, servir la nation, la société. Mais elle est au départ, sa vocation, celle-là, mais elle est universelle. La pensée universelle n'est pas localisée quelque part. Elle est dans l'univers. Les mondes dans l'univers. La science universelle, la science dans l'univers. Et donc, par rapport aux besoins de la société, on circonscrit les savoirs à communiquer. C'est pourquoi il y a les programmes d'enseignement. Vous voyez, vous allez dans tel pays, tel autre espace. Les programmes d'enseignement dépendent du besoin de la société à consommer tel domaine d'activité, tel niveau de connaissances pour le mieux-être des populations. Parce qu'on ne communique pas la science pour communiquer. On communique la science pour que la science puisse pourvoir au mieux-être. Ces connaissances-là, c'est pour quoi faire? C'est pour pourvoir au mieux-être de l'être humain. Et donc, il faut savoir pour faire savoir. Et quand on fait savoir, c'est pour faire. On fait pour être. On est pour consacrer l'existence. Et donc voilà, on ne peut pas être professeur au Congo ou nulle part ailleurs pour servir des intérêts mesquins. Est-ce que ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, êtes-vous fiers de cela? On dit que vous, les professeurs, vous monnayez votre intelligence au service, au mieux offrant. Mais ceci est déplorable, pas nous, professeurs. Mais vous savez, quel est ce domaine dans la société où il n'y a pas de personnes perverses, où il n'y a pas de personnes immorales, où il n'y a pas d'antivaleurs? Nous ne pouvons pas consacrer les antivaleurs dans n'importe quel domaine vital que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau de n'importe quelle profession, dans tous les compartiments de la société. On ne peut pas tolérer les antivaleurs, parce que même les Saintes Écritures les disent. L'Éternel des armées lui-même constate, remarque et se rend compte de la faiblesse de l'être humain, et il dit, il est difficile que ces choses n'arrivent pas aux hommes. Mais malheur par qui cela passera. Il est difficile que les antivaleurs ne passent pas par tel ou tel dans n'importe quel domaine. Maintenant, vous parlez du domaine d'enseignement supérieur universitaire, des professeurs d'université. Il est difficile
que les antivaleurs ne soient pas constatés dans les domaines de l'enseignement également. Mais ils sont à compter. Mais l'essentiel et les socles, nous n'avons pas été enseignés par des antivaleurs. Et puis, les antivaleurs qui voient les jours, mais il y en a, mais les valeurs doivent interpeller, doivent tenir le bâton du savoir pour continuer à communiquer. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, vous savez, à l'époque de la conférence constitutionnelle, eh bien, vous avez suivi les professeurs qui têtent les autres. On vous dit la conférence nationale, la conférence constitutionnelle et tout. Alors, on fait l'amalgame pour dire, les uns disent c'est la même chose, les autres disent c'est différent, selon les intérêts politiques. Vous allez dans les livres d'histoire et tous les autres enseignements. Vous trouvez que l'histoire, des fois, est écrite avec sentimentalisme, selon qu'on appuie un pouvoir en place, ou un pouvoir étranger, ou une personnalité, ou selon qu'on en veut à tel. Mais c'est pourquoi Lumumba avait dit que l'histoire du Congo sera écrite au Congo. Et donc l'histoire du Congo doit être écrite au Congo par les Congolais, épris du patriotisme par les patriotes. Les patriotes écrivent et écriront l'histoire, la vraie, du Congo, et parce qu'ils sont patriotes, et les antivaleurs seront toujours mis en déroute. Donc, la science, et cette fois-là, il est reconnu, science sans conscience. Vous voyez? Scientias plein d'être consciente. La science avec... Mais alors, la science sans conscience, c'est quoi? C'est l'opium, ruine de l'âme. Et donc, c'est là que vous trouvez les antivaleurs qui ont la science, qui peuvent détenir les savoirs, mais qui n'ont pas de conscience. Mais nous les tiendrons toujours à l'œil, tant à l'université que partout ailleurs dans la société. Les valeurs tiendront compte de ces dérapages des antivaleurs. Alors, professeur Willy Makache, je précise que vous êtes professeur à l'université de Kinshasa et surtout, vous êtes de droit constitutionnel. Alors, une question directe. Qu'est-ce qui fait que dans votre milieu, vous n'arrivez pas à assainir ces milliers, quand même votre métier, c'est un métier honorable. C'est parce que vous n'avez pas un ministre qui reconnaît la valeur de ces métiers, ou c'est parce que vous avez chosifié l'enseignement que vous donnez? Non, mais le problème de ministre, oui, mais pas tellement. Actuellement, par exemple, nous avons le ministre en charge de l'enseignement supérieur universitaire, Moïse Ndonzan, qui est là. Très contesté, hein, très contesté par plusieurs. Bon. Il n'est pas du domaine, c'est un apprenti, il est venu faire un stage au sommet de ce ministère, selon plusieurs professeurs que j'ai reçus aussi. Tout cela, ce n'est pas du tout mon avis par rapport à quelle question. Il faut donner... Ce n'est pas du tout mon... Lorsque le ministre est en fonction, par exemple, décrit telles universités qui ne doivent plus fonctionner parce qu'elles ne répondent pas aux normes. Non, il a amené les sensationnels selon plusieurs Non, sources. mais moi, je n'ai pas vu d'université qu'il ferma, mais qui ont répondu aux normes. Moi, personnellement, parce que nous suivons. Et ceci est le vœu même des professeurs d'université et même des étudiants et de toute la société, que les universités ne soient pas aussi des boutiques comme il y a des hôpitaux et tout. Mais tout cela, ça apporte quoi? Ça apporte la destruction. Je n'ai pas vu le ministre en place encourager le mal. Peut-être il faut aller question par question, mais de façon générale, je trouve qu'il est en train de s'y prendre. Mais les professeurs qui les décrivent, qu'ils lui présentent des notes d'orientation, des notes de réflexion, et pour contribuer, qu'ils présentent l'expertise de la manière dont ils auraient voulu que les choses fonctionnent. Mais un ministre de l'enseignement supérieur universitaire peut ne pas être un professeur d'université. C'est un intellectuel. Il est passé par l'université. Il a le savoir, mais il est encadré à son cabinet partout ailleurs. Il est encadré par des techniciens qui sont aussi des Plusieurs sources démontrent qu'on n'a pas un bon programme de l'enseignement en République démocratique du Congo. L'enseignement que vous enseignez, permettez-moi la tautologie, c'est que vous enseignez aujourd'hui ne cadre pas avec les réalités du Congo. Il faut faire comme ailleurs. Vous êtes un peu trop dans le généralisme. Est-ce que cela est adaptable? Mais vous avez bien raison. Nous partageons, beaucoup de professeurs d'université, des étudiants, même la société nationale de façon générale. Tout le monde se met d'accord que le programme d'enseignement n'est pas au rendez-vous. Pas du tout. Mais nous avons quel programme d'enseignement depuis l'époque coloniale? Mais vous avez des cours généraux, vous allez dans une promotion, vous avez plus de 20 cours. Oui. Mais ceci ne tient pas la route. Maintenant, vous surchargez les élèves et... Non seulement surcharger, mais c'est pourquoi? C'est pour apporter quoi? Alors, vous voyez, il n'y a pas... Et puis le métier. Le métier, ce n'est pas...
ce n'est pas vraiment pris en compte dans notre pays. On ne peut pas se développer lorsqu'on ne met pas l'accent dans l'enseignement, dans les programmes d'enseignement, selon les domaines, selon les objectifs à atteindre. Comme j'avais dit auparavant, quel est le besoin de la société nationale congolaise? Par rapport aux besoins, il faut l'état des lieux. Quel est le besoin de la société nationale congolaise dans les compartiments qui sont les siennes, cette société? Alors, en ce moment-là, on présente, on conçoit les programmes d'enseignement selon le besoin de l'espace national et de l'espace national à l'espace international, dans l'interaction, dans la mondialisation, dans les concerts des nations et de tous ces paramètres. Mais le programme d'enseignement, jusqu'à ce jour, il est biaisé, il est mauvais, il est au rabais. Il est mauvais. Il est très mauvais. Alors, qui est censé donner l'impulsion? Qui est censé orienter les choses? Qui est censé booster ces programmes pour que les choses changent? Ce n'est pas les ministres? Oui, mais bien sûr, c'est les gouvernements. Les gouvernements, c'est le ministre, vous dites, parce qu'il est bien dit dans la Constitution que chaque ministre est responsable de son département, et sous la direction et la coordination du Premier ministre. Donc, c'est le gouvernement qui est responsable. Le gouvernement doit penser un programme d'enseignement concret, réel, réaliste par rapport aux besoins nationaux. Lorsque vous avez un ministère, par exemple, de PME, vous avez le ministère de l'enseignement professionnel, mais c'est parmi les ministères relégués au second plan. Mais les domaines, mais tous les autres États du monde développé, émergents, sont passés par là et en sont là jusqu'à ce jour. Vous avez la Chine et partout, même l'Occident, partout. Mais les métiers, lorsque vous voulez apprendre à fabriquer un pneu, vous n'avez pas besoin de devenir ingénieur en polytechnicien pour aller fabriquer un pneu. Il faut aller faire le métier. Lorsque vous voulez apprendre le carrelage d'un espace quelconque, mais vous n'avez pas besoin de devenir ingénieur en construction à l'INBTP. Il faut aller plus à la spécialisation. Et nous, tout à fait. Donc, il y a le métier, l'Institut national de préparation professionnelle. Oui. Mais pourquoi naquit-il cet institut? Mais est-ce que les objectifs de cet institut sont vraiment suivis par les gouvernements, mis à jour, orientés par... Vous voyez, les Japon, par exemple, sa coopération est beaucoup plus axée du côté de l'enseignement, du côté de la formation professionnelle. Mais la nation ne prend pas ça en compte. Le gouvernement ne prend pas vraiment en compte ce milieu. Parce que sans éducation, vous ne ferez jamais rien. Mais vous avez le président René Préval, un président honoraire d'Haïti. Une fois, il y a eu séisme et tout en Haïti. L'Haïti était sinistré. Au niveau des Nations Unies, il y a eu des aides à travers l'humanité qui concouraient aux besoins d'Haïti à travers les gouvernements. Mais le président haïtien, tout en remerciant tous les contribuables qui venaient en appui, avait dit qu'ils ont beaucoup plus besoin du domaine des contributions en éducation, dans les domaines de l'éducation. Vous avez le fait cardinal Laurent Monsengo. Une fois au passage, plutôt Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américain à l'époque, passant par ici et dans la région du Sud Kivu, qui vint en disant, et c'était pour la coopération dans tel domaine. Le cardinal Laurent Monsengo avait dit que la coopération, la meilleure, devrait d'abord être axée aussi sur la matière grise. Vous comprenez? Et ceci, c'est l'éducation. Lorsque vous avez, par exemple, sa distinguée première dame, qui met en place la bourse Excellencia. Mais l'université elle-même ne fait pas le relais. L'enseignement tant maternel, primaire, secondaire, professionnel et tout ce que vous voulez, même universitaire, ne met pas l'accent sur cela. Des bourses d'études, d'encouragement. Le gouvernement lui-même non plus. C'est le gouvernement Gizenga qui avait remis sur les pipes la bourse d'études au niveau des finalistes de 3e graduat et de 2e licence par rapport aux moyens à disposition du gouvernement. Mais après Gizenga lui-même, tout sombra à nouveau. Et donc, vous voyez des bourses Excellencia. Aujourd'hui, j'ai suivi sur Top Congo et d'autres chaînes au niveau du Lualaba. Le gouvernement provincial du Lualaba fait le relais, se fait une succursale à cette idée, à cette promotion des bourses Excellencia de la première dame. Mais si donnez-moi la photo de la première dame. Donc, alors, est-ce que quel est ce gouvernement provincial qui n'a pas de moyens pour trouver un peu d'argent pour des bourses, ne fût-ce qu'au niveau local, soutenir les élèves, les écoliers, les élèves, les étudiants. Si le gouvernement provincial, dans toutes les provinces, pouvait le faire, si le gouvernement national
pouvait en faire un programme, un programme permanent, budgétisé. Mais on ne peut pas laisser des personnalités à titre individuel comme la première dame. La première dame. Elle le fait. Est-ce qu'elle paie? Donnez-moi sa photo. Quels sont les moyens dont elle dispose pour pourvoir à tout l'espace national des provinces? Donc je félicite le gouvernement provincial du Lualaba, j'ai suivi, mais j'encourage les autres gouverneurs de province, j'encourage les gouvernements pour appuyer. Mais quand il y a une idée qui sort du privé, qui sort des personnalités, mais le gouvernement peut en faire son affaire. C'est parce qu'il y a faillite, il y a faiblesse au niveau du gouvernement. Et pourtant, les millions à longueur des journées, Alingué te dit que par là, on a détourné, par-ci, on a détourné. Merci, professeur Willy Makache, professeur de droit constitutionnel, parce que vous avez parlé de Madame Denise Tshisekedi, la première dame, avec son ONG et la bourse qu'elle est en train de donner aux gens, Excellencia. On va en parler. Mais vous, député national, c'est votre tâche. On vous reproche, vous aussi, que vous n'interpellez pas trop les députés nationaux. Vous venez de parler de ces bourses, non? Mais vous n'interprétez pas trop, même les ministres, là, les ministres de l'enseignement universitaire. Pourquoi vous lui regardez comme ça? Parce qu'il est de l'union sacrée, il ne faut pas, les loups ne se mangent pas. Non, 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 ce n'est pas le cas. Les interpellations ont lieu de divers ordres. La société interpelle. Mais lorsque nous communiquons avec vous en ce moment, est-ce interpellation, oui ou non? L'interpellation n'est pas toujours, ne peut pas relever de l'exhibitionnisme de façon ostentatoire pour que la base suive tel député a parlé. Maintenant, nous sommes en train d'interpeller les gouvernements, selon les attributions des uns et des autres. Nous sommes en train d'interpeller la société, les institutions, et donc de façon générale. Mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement de façon générale, vous avez bien raison, les interpellations ne vont que dans un seul sens. Dans un seul sens, mais ça sent des fois et pas toujours le sens de responsabilité et d'amélioration. On dit les interpellations cosmétiques. Hein. Oui, mais il y en a aussi des cosmétiques, mais il y en a également, et beaucoup plus, il y en a beaucoup plus aussi, des interpellations réelles pour l'amélioration. Parce que l'interpellation n'aboutit pas toujours à des sanctions, des renvois, des déchéances ou des élucubrations quelconques. C'est pour l'amélioration. Pour l'amélioration, on interpelle. Lorsqu'il n'y a pas d'amélioration, en ce moment-là, il faut changer de cadre. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des remaniements, par exemple, au niveau du gouvernement, lorsqu'il y a des changements au niveau des mandataires d'entreprise, même des services divers, parce qu'il n'y a pas que des ministres qui gèrent, il n'y a pas que des gestionnaires d'entreprise, mais l'administration publique, les secrétaires généraux, les directeurs, les chefs de division, les chefs de secteur, beaucoup de gestionnaires. Mais on a tendance à oublier et que la plupart, le grand nombre, tous ceux-là sont des gestionnaires. On ne voit qu'au niveau, évidemment, parce que l'impulsion doit partir d'en haut, comme on dit, et que c'est par la tête que les poissons commencent par pourrir. Oui. Mais le gouvernement doit donner l'impulsion, comme nous avons parlé, par exemple, du programme d'enseignement. Le programme d'enseignement ne peut pas partir de la province, d'un secteur ou d'un territoire ou d'une province. Le programme d'enseignement national doit partir du gouvernement central. Mais nous apprenons, nous voyons qu'au niveau de Kindu, le premier ministre Matata avec, outre les universités publiques, mais il a une université privée. Université Mapon. L'université privée, là, nous apprenons qu'il y a des professeurs qui partent de par le monde pour n'atterrir que là, enseigner et partir, avec un programme d'enseignement différent du programme national. Mais alors, vous voyez, il y a quand des privés comme ça, lui, il a été Premier ministre. Mais ce que nous pouvons lui reprocher, c'est que l'idée qu'il a eue en privé, il pouvait aussi l'imprégner au niveau national, en même temps que nous encourageons. Félicitons ce qu'il fait en privé, mais nous aurions voulu qu'il le fît pareil lorsqu'il fut aussi à la tête du gouvernement. Est-ce qu'il a eu des embûches, lesquelles il doit les dire? Vous étiez dans son gouvernement, oui, monsieur Willy Makache. Vous étiez dans son gouvernement. J'étais dans son gouvernement. À un moment, il vous laissait même des responsabilités. Il ne faut pas les taquiner comme ça. Non, parce non, que vous également, vous avez ces responsabilités. Non, non, j'ai dit, je félicite à titre personnel. Je félicite l'initiative. Je vous dis que c'est bon, c'est bien fait. Il y a des professeurs qui partent de par-ci, par-là pour bien former. Mais je félicite, je dis, c'est un privé en ce moment. Mais je dis, mais il l'aurait fait, il aurait pu imprégner cela au niveau national. Mais j'encourage et félicite. Et je dis, mais dans les conseils des ministres,
vous étiez avec lui. Est-ce que cette Oui, manière oui, c'est pas tout- de dire et de faire, ce n'est pas pour attirer la sympathie de la population non, envers vous, ou soit vous... Je ne fais jamais ça. Je n'attire jamais une sympathie gratuite. Tout ce que je peux dire doit être fondé. Je ne peux critiquer, encourager que de façon objective. J'étais au gouvernement, c'est vrai. Si vous voulez qu'un jour on mette dans le pipe ce que j'ai fait au niveau de la formation professionnelle, parce que j'avais en charge la formation professionnelle, j'avais en charge la sécurité sociale, j'avais en charge l'emploi, mais je peux bien vous dire le projet, même la politique nationale de l'emploi que j'avais laissé, qui était avalisée, que lui-même, le Premier ministre Matata, avait encouragé et même porté, que j'avais fait passer au Conseil au Conseil de ministres, parce que vous l'avez dit, que j'avais fait passer au Conseil de ministres les documents là. Mais est-ce qu'il est suivi? Au niveau de la politique nationale de sécurité sociale, j'ai fait pondre également un document qui est passé par la commission socio-culturelle dont j'étais président et qui est passé, qui a été avalisé au Conseil de ministres. J'ai fait passer ce programme-là de la formation professionnelle, comme je venais de vous dire. Nous avons mis en marche des projets. Je vous ai dit la fois passée, même au niveau de la formation professionnelle, nous avons mis, et même avec en marche, les projets de l'emploi diplômé. Et donc les programmes emploi diplômé, PEG, programme PEG, programme emploi diplômé. Les diplômés d'université qui avaient leur diplôme, qui n'avaient pas d'expérience professionnelle, bénéficiaient de $600 le mois de la part du gouvernement avec l'appui de la Banque africaine de développement, de telle sorte que vous pouvez demander aux banques, il y a beaucoup de sociétés qui avaient une main-d'œuvre qu'elles disaient être gratuite, mais supportée par le gouvernement pour la formation professionnelle. Enfin, de cette formation, certains étaient directement recrutés par ces firmes, d'autres rentraient avec expérience. Nous avions dit que le gouvernement allait budgétiser et pérenniser ce genre de programmes pour l'immersion professionnelle, et même au niveau de la formation professionnelle avec la JICA, on a beaucoup travaillé. Donc, au niveau de la sécurité sociale, la loi qui est là. C'était en quelle année comme ça? Mais c'était en 2016, 2015, 2016, les 2 ans. Est-ce qu'il y avait l'impact de ce que vous avez fait, M. Willy Makashi? Mais l'impact, nous avions commencé, cette bourse-là a commencé à être payée, $600 le mois, il y avait 10 millions de dollars qui avaient été versés par la Banque africaine de développement au niveau de l'Office national de l'emploi sous la tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention. Tout cela avait vu les jours, mais après nous, il faut poser la question, c'est que cela est devenu. Merci. Alors, M. Reagan, comprenez que la personne qui est ici avec moi, c'est un homme intelligent de mon pays, mais devant l'histoire, il a aussi des choses à dire. Alors, sur ce, donnez-moi la photo de M. Simon Kimbangu. J'aimerais bien avoir cette photo parce que nous avons un professeur d'université ici. On a quand même décrété une journée pour lui, le 6 avril. Vous êtes professeur, il mérite cela par rapport à sa lutte. Mais nous félicitons le président Félix Tshisekedi, nous le félicitons, nous l'encourageons et nous le bénissons même. Nous le bénissons au-delà des encouragements et des félicitations, nous le bénissons autant qu'il est béni du ciel par la voix de Simon Kimbangu, parce que l'acte qu'il venait de poser, c'est le juste qui a été justifié. Simon Kimbangu a été justifié parce qu'il a été injustement maltraité et même massacré. Et donc, ceci est à encourager, à féliciter l'acte qu'il a posé. Au niveau de la République démocratique du Congo, du continent africain et même de l'univers. Mais Simon Kimbangu n'est pas tout le monde. Simon Kimbangu est un prophète qui vient de la part de l'Éternel des armées. Les prophètes qui les nomment, est-ce qu'il y a un roi qui nomme des prophètes? C'est plutôt les prophètes qui investissent les rois. Vous comprenez? Vous n'allez pas prendre en compte quelqu'un qui est nommé par ordonnance présidentielle, oui, mais le roi qui les nomme a été investi par qui? Il a été investi par les prophètes. C'est ça la règle. Alors, le prophète, vous ne pouvez pas, si vous ne détectez pas qu'il est prophète, vous ne le reconnaissez pas, prêtez votre oreille pour que vous l'entendiez, que vous compreniez et que vous respectiez les prophètes de Dieu qui sont là à travers le pays, à travers les continents, à travers l'humanité. Parce que l'existence n'est pas jamais outre mesure que par là. C'est comme ça que cela a été consacré. Donc, Simon Kimbangu est véritablement justifié, pas pour les comptes de Kimbangu, c'est pour les comptes des Congolais.
Des Congolais. et des Africains. Il mérite d'être enseigné à l'université par rapport à son combat, sa lutte, ainsi de suite. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est qui, Simon Kimbangu? C'est un religieux et on dit qu'il a participé à l'indépendance. Comment vous êtes quand même professeur? Mais vous l'avez dit, quelqu'un vous l'a dit. Mais le peuple est péri pour quelle raison? Dit l'Éternel des armées. Pour raison d'ignorance. Pour raison d'ignorance. Et vous avez même un professeur qui a dit que l'arrogance est une forme supérieure de l'ignorance. Parce que quand il y a ces gens, alors on peut tolérer pour ceux qui n'ont pas encore de connaissances, quand ils posent la question, mais cela est de bon augure, il faut expliquer. Mais Lumumba mais il faut d'abord qu'il doit commencer par demander pourquoi avait-il été maltraité. Était-il commerçant? Il avait des problèmes de produits commerciaux avec les gens. Qu'on demande d'abord pourquoi avait-il été maltraité. Qu'il étudie l'histoire de... C'est ce que nous avons dit avec vous tantôt, les programmes d'enseignement. Les programmes au Congo, quand vous parlez de Martin Luther King, il est connu en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un prophète aussi, de Dieu, et qui prophétisa même sur l'avènement de Barack Obama, que l'Africain, le Noir, présidera au destiné des États-Unis d'Amérique. Et I have a dream. Donc, j'ai rêvé. Yes, we can. Mais ce sont des propos du président Obama qu'il tira, lui, de la prophétie de Martin Luther King. Et il n'a pas manqué d'en parler. Mais le rêve dont parla le président Obama, c'est le rêve de Martin Luther King que lui réalisa, parce que cela avait été prophétisé. Mais ici au Congo, est-ce que Simon Kimbangu n'avait-il pas prophétisé? Autant de présidents, le 40e président fera ceci, il y aura cela. Au 40e, est-ce que vous êtes en train de lire, de parcourir et de comprendre? C'est un prophète authentique. Hein. Mais bien sûr. Véritable. Véritable et authentique. Mais c'est pour cela qu'il a été combattu, parce qu'il y a eu le méli-mélo de l'occidentalisation pour essayer d'étouffer toutes ces valeurs-là. Et il a été maltraité. Mais maintenant que le président de la République l'a justifié, vous voyez au parti Lumumiste unifié, par exemple. Vous savez, c'est Simon Kimbangu, sur la carte du parti Lumumiste unifié, vous verrez là Simon Kimbangu, notre prophète. Okay. Antoine Gizenga, notre patriarche. Patrice Emery Lumumba, notre héros. Il n'y a pas que eux, mais en fait, ce sont les têtes d'affiche dont dépendent aussi les autres. Et donc, même dans la Bible, vous verrez, il y a des prophètes majeurs, il y en a qui suivent des juniors et autres, mais chacun à son époque et dans sa mission, parce que ceux qui suivent accomplissent et poursuivent, parachèvent la mission de ceux qui ont pris. Donc, et ceci est de mise, cette histoire-là, ces connaissances-là doivent être transmises à la nation, à la jeunesse et même aux générations qui n'ont pas connu cela. C'est votre tâche et votre rôle comme professeur à l'université, enseignant dans les universités, donc partout dans le monde. Alors, M. Willy Makash, donnez-moi la photo de M. Paul Kagame. Ces derniers temps, il ne mérite pas l'amour des Congolais, ces présidents ici. Les autres les traitent comme itinéraires d'Afrique. Vous avez suivi quand même le président rwandais qui vous a enseigné, vous, le professeur congolais, l'histoire de l'Afrique, que le Rwanda a ses terres en République démocratique du Congo. Et selon l'histoire, Kagame a raison. Non, vous savez, lorsque vous dites selon l'histoire, Kagame a raison. Mais le président Kagame, il est aux abois. Le président Tshisekedi, il est terrible. Vous parlez de diplomatie, vous voulez vérifier. Est-ce que vous avez compris que depuis la nuit des temps, le président Kagame, que moi j'ai beaucoup, envers qui j'ai beaucoup de considérations, pour plusieurs raisons de gouvernance, d'habileté de ceci. Mais lorsqu'il se comporte en potentat, et surtout en hégémoniste, en expansionniste, c'est là que ça blesse, et là il détruit toutes les considérations qu'on a sur lui, parce que vous ne pouvez pas, comme le président Tshisekedi l'avait dit, vous ne pouvez pas vous targuer du fait d'être, vous décriez les génocides, mais vous êtes génocidaire. Vous avez suivi le... C'est un génocidaire? Mais je peux vous passer les éléments du curé de la paroisse du roi des Belges. De la paroisse où il est roi des Belges à Bruxelles, en Belgique. Vous avez un élément dans une homélie au cours de laquelle le curé de la paroisse a démontré noir sur blanc que les gens ont toujours parlé d'un génocide, mais il dit que le président Kagame lui-même était un génocidaire. Il a cité 3 génocides, dont un, c'est celui-là dont il n'est pas non plus innocent. Il était aussi partie prenante ayant occasionné ces génocides. Donc c'est un sanguinaire. Mais bien sûr, cela est dit par un prélat, et par un clergé, par un prophète de Dieu.
et qui a donné des éléments probants qui taxa le président Kagame de ça. Et donc, aujourd'hui, le président Tshisekedi a fait tomber les masques, la diplomatie dont vous parlez. Le président Kagame est tellement coincé. Hier, ce n'est pas ce que l'opposition pense. Hein. Non, mais... Avec votre diplomatie agissante là, aujourd'hui on dit à l'époque de Kabila, Kagame ne pouvait pas hausser les tons, dire qu'il a des terres en RDC, mais sous Tshisekedi, Kagame se donne le luxe de le dire. Ce qui veut dire, devant lui, il a un président faible. Non, justement, il n'a pas pu le dire du règne du président Joseph Kabila, qui ne lui a pas non plus rendu la tâche facile, parce que lui-même l'avait dit. Le président Kagame, à l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, mais voilà, avec le président Kabila, c'était difficile de collaborer, mais je constate que les comportements et donc l'approche du président Tshisekedi, cela nous facilitera la tâche et nous avons. Il a fait cette déclaration, on peut vous la balancer. Mais aujourd'hui, c'est lui qui le félicita. Peut-être qu'il avait cru qu'il était naïf. Si à l'époque du président Kabila, le président Kagame n'est pas sorti, ou depuis la nuit des temps, n'était pas sorti de cette réserve, c'est parce qu'il n'était pas coincé jusqu'à ce point-là. Et que maintenant, outre ce qui a été fait dans le passé, le président Tshisekedi est allé au-delà. Mais il n'a pas de choix que de faire tomber les masques. Vous savez, chez nous au village, on dit que le masque est une personne physique. Quand le masque passe, les enfants et les autres qui ne sont pas des circoncis, ils fuient très loin. Mais les circoncis qui ont habillé le masque, qui ont masqué l'acteur qui est là-dedans, l'artiste qui est là-dedans, ils savent qui est là-dedans. Mais lorsque vous démasquez le masque publiquement, mais c'est fini pour lui. Il est démasqué, il est dénudé, et donc il devient faible. Écoutez, il raconte des conneries, il raconte des hérésies. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Parce qu'il a fait recours à l'histoire. Non, je voulais d'abord vous faire constater que le prince Tshisekedi a fait chier. A fait chier, et peut-être davantage avec le temps, le prince. Lorsqu'il sort de la réserve. C'est ce que vous pensez, ce n'est pas ce que le Rwanda pense. Et le Rwandais. Suivez Delphin. Ce n'est pas ce que je pense. Lorsque quelqu'un, le président rwandais, disait qu'il n'y était pour rien, il ne fait que c'est de dire. Lorsqu'il disait hier qu'il n'y était pour rien et que le M23 n'était pas le fait de lui, n'était pas le fait de son régime, mais qu'aujourd'hui, qu'il sorte au grand jour, qu'il soit démasqué et que le masque tombe. Mais parce on l'a fait chier par le président Tshisekedi et que la communauté internationale a accompagné. Les déclarations partent des Nations Unies, de l'Union européenne, des églises, comme je venais de vous parler, du prélat belge et autres. On vous floue par rapport à ces déclarations. Non. C'est contrairement à l'Ukraine. L'Ukraine, il y a les déclarations, il y a aussi l'appui. Mais chez nous, c'est seulement les déclarations. Nous avons plus de morts que Nous n'attendons pas les déclarations. Nous sommes dans un concert de nations. Nous sommes dans une société universelle. Lorsqu'il y a un malfaiteur qui passe, ne savez-vous pas qu'il y a un voleur qui vous a pillé, qui est venu chez vous pour piller, lorsqu'il sort, s'il est protégé par les habitants du quartier ou de la ville, mais il va passer inaperçu. Mais quand on dit voilà les voleurs s'est fait démasquer, c'est peut-être un autre voisin, c'est peut-être un autre habitant qui fait mettre la main sur lui. Et lorsqu'il est mis au grand jour, ce n'est pas qu'on est en train de nous flouer. Parce que les Nations Unies, la communauté internationale, ce n'est pas à tout moment que ces déclarations ont vu les jours. Ce n'est pas à tout moment qu'il est reconnu que tel pays est agressé. Donc, il y a à comparer avec l'Ukraine, c'est vrai, mais en même temps, il y a à revenir aussi dans les contextes, dans le temps et dans les intérêts de cette communauté internationale, dans les concepts. Vous voyez, nulle part où tout le monde parle de la même voix. Au sein de cette communauté, aujourd'hui, là, il vous est dit que l'Allemagne est en train de refuser de livrer des chars et autres à l'Ukraine. C'est au sein de l'Union européenne et tout ça. Il y a deux voix qui s'élèvent, qui se contredisent par rapport aux intérêts. Par rapport aux intérêts, il y en a qui ne trouvent pas leurs intérêts, qui boudent, mais il y a là où on parle de la même voix. Donc cela est pareil, tant pour l'Ukraine que pour la République démocratique du Congo. Mais le président Kagame aujourd'hui, il est à nu, les masques sont tombés, les masques sont tombés, alors il est aux abois, mais vous avez parlé d'Hitler d'Afrique. Connaissez-vous l'essor d'Hitler? Pouvez-vous me dire dans l'histoire de l'humanité, quel est ce potentat, cet hégémoniste qui a fait du chemin, qui a bravé tous ses intérêts intercommunautaires, internationaux, et qui est allé jusqu'au bout. Ça finit toujours mal. À chaque époque, autant qu'on suscite des bourreaux,
que l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, suscite des bourreaux, autant qu'il suscite ceux qui doivent défaire ces bourreaux. Au finish, c'est la gloire de l'Éternel qui sera éclatée au grand jour. C'est le mieux-être, la paix qui subsistera au sein des nations. Et donc, le président Kagame s'est trompé lorsqu'il fait cette déclaration au niveau du Bénin. Mais il a donné les années. Hein. Oui, mais les années qu'il a données, il s'est trompé lorsque vous rentrez. Mais lui, il apprend ça où? Quand vous entrez dans la... Il apprend ça où? Oui. Il a l'histoire? Non, mais c'est son histoire à lui. Mais l'acte de Berlin, la déclaration, entrer ne fut que dans le chapitre 1 de cet acte, article 1. Vous avancez. Mais lui, lorsqu'il dit il y a de terres au Congo, c'est plutôt le Congo qui réclamerait des terres au Rwanda. C'était les Congo, Rwanda-Urundi. Le Rwanda-Urundi était là comme un sous-ensemble dans l'ensemble Congo. Et à la conférence de Berlin, le président Kagame y avait-il pris acte et part? Mais les bornes ont été posées. C'est comme je vous ai toujours dit, même la Bible dit, ne déplacez pas les bornes posées par vos pères. Pour autant que nos pères acceptèrent les bornes telles que posées par les gens d'outre-mer, et nous avons accepté ces bornes-là, restent telles quelles, comme les bornes ont été posées. Israël, vous partirez, la terre première, vous partirez d'ici jusque-là, vous partirez d'ici jusque-là. C'est pourquoi Israël continue à réclamer ces terres. Alors, et donc, le président Kagame s'est trompé, la conférence de Berlin, les actes sont là. Si vous voulez que je vous les apporte, que j'en fasse lecture, alors, les actes sont là. Ce que le président Kagame dit est faux et archi-faux. Il est aux abois. Écoutez, il n'y a pas de... Même quand vous dites M23, il y a des concepts aussi qu'il ne faut pas officialiser. C'est quoi M23? Quand vous demandez à la population... L'accord du 23 mars. Mais ça signifie quoi? Vous appelez un mouvement armé terroriste et rebelle, vous dites accord du 3 mars. Ça, c'est une dénomination d'un projet de société. Mais alors, vous êtes avec certains députés issus du M23, ils sont aujourd'hui au Parlement. Mais donc, branche politique, il ne faut pas nier cela. Constitutionnellement, ils sont reconnus. Mais ils sont coupables, ce sont des antivaleurs. Le président Bosso l'avait dit. À un moment donné, il avait dit, mais vous les députés ici, vous les seigneurs de guerre, quittez les Donnez-moi la photo de Mwanga Chouchou. Donc, quittez les groupes armés. Et le pape l'a dit, quand il dit, ôtez vos mains du Congo. Mais qui va ôter les mains du Congo? Non seulement les étrangers, mais même les Congolais qui sont dans cette optique avec les étrangers. Ils doivent ôter leurs mains. Vous avez vu le président Sarkozy, Sarkozy. Mais nous avons appris qu'il est venu plaider le cas de l'honorable Mwanga Chouchou. De l'honorable Mwanga Chouchou, parce que... Alors pourquoi? Lui, c'est un actionnaire dans plusieurs entreprises. Mais voilà, vous voyez... Votre collègue député. Mais oui, être collègue... Avec les armes à la maison. Vous les députés. Vous avez parlé des collègues professeurs, les collègues dans n'importe quel domaine. Okay. Vous avez parlé des collègues... Vous avez reçu le pasteur Kaska Samba. Oui. Pour parler de ses collègues religieux. Oui. Dans tous les domaines de la vie, il y a des collègues. Je vous ai dit que c'est l'être consacré. Dieu a dit qu'il est difficile que ces choses n'arrivent pas aux hommes. Mais, malheur par qui cela arrivera. Malheur par qui cela arrive, malgré aujourd'hui la haute cour militaire n'arrive pas à trancher parce qu'il y a un problème de l'inconstitutionnalité. Donc cet homme avec les armes à la maison, vous les députés, vous êtes contents, on ne peut pas les juger. Non, la cour militaire n'a jamais dit ça. Ce sont les exceptions que la défense du côté de Mwanga Chouchou. Mais c'était une flagrance quand même. Suivez, oui, mais bien sûr. Mais alors, ça c'est du droit. Voilà. Écoutez. Ça tombe bien. J'ai un professeur constitutionnel. Mais bien sûr, ici. ça c'est du droit. Okay. Ce n'est pas du verbiage. Okay. Ce n'est pas des losanges à aller présenter dans les formes que vous voulez. Okay. Non, il ne faut pas tronquer les droits. Le droit, il est consacré. Le droit positif est consacré et il faut l'appliquer. Et donc, la Cour n'a pas dit qu'elle est en difficulté de juger. Elle est dans la procédure. Les exceptions ont été soulevées. Mais laissez la Cour constitutionnelle être saisie pour juger de l'inconstitutionnalité ou non. Après, le dossier suivra son cours normal. À ce jour, nous pouvons vous parler des aspects techniques du droit, mais nous ne pouvons pas vous parler des aspects judiciaires dont nous n'avons pas les commandes. Parce qu'il est déconseillé qu'un procès qui est en cours, qu'on vienne sur un plateau de télévision pour donner des avis et considérations, outre les avis techniques. Donc à ce jour, je peux vous donner les avis et considérations sur le plan technique, mais ce qui est patent, c'est que la flagrance a été consacrée. Ça, ce n'est pas un jugement que j'émets, c'est un constat que je fais et c'est une réalité que j'évoque. Selon vous, selon le droit, pensez-vous que la Cour
peut trancher ces problèmes? Comment? Parce que vous êtes un professeur de droit constitutionnel. Mais comment la Cour ne peut pas être compétente? Parce que les effets militaires, lorsque vous êtes associé, même dans la société ordinaire telle que nous sommes là, un policier, un militaire, et donc vous, un civil qui êtes de connivence dans une action menée, on vous trouve avec des effets militaires, c'est la Cour, c'est la justice militaire qui connaît de votre affaire. Ceci est légiféré. Ce n'est pas le cas du seul Mwanga Chouchou. Ceci est légiféré, c'est du droit consacré qui est d'application. Alors, professeur Willy Makashi, monsieur Rigan, donnez-moi la photo de monsieur Moïse Katumbi. J'aimerais bien qu'on en parle ici. Professeur Willy Makashi, l'homme qui est ici, c'est un opposant. Il semble que vous, l'Union sacrée, vous avez sous-traité l'un de vous, qui est aussi professeur, M. Noël Tchani, d'avoir proposé une loi anticonstitutionnelle, la proposition de loi Tchani pour exclure le demi-Dakar, comme on les appelle comme ça, les Congolais des pères et non des mères et non des pères. Les Kapatons, les gens de Moïse Katumbi, pensent que cette loi, c'est pour écarter Katumbi. Vous êtes député national. Pensez-vous que cette proposition est anticonstitutionnelle? Mais parce que vous parlez du président d'ensemble Moïse Katumbi, vous parlez de l'exclusion par rapport aux échéances électorales en vue. Mais vous savez que par moment, vous pouvez laisser l'essentiel, la société peut laisser l'essentiel pour aller se distraire ailleurs. Non. Mais est-ce que Moïse Katumbi, lorsqu'il il a été rejeté. C'est la loi électorale de la législature, même de quoi, de 2015, 2011 je crois, 2011, même de 2018. 2018. Mais lorsqu'il arriva à la frontière de Kasumbalesa et qu'il ne traversa même pas la frontière pour s'enrôler, c'est fait par rapport à quelle loi? On dit que c'était des raisons politiques parce qu'on ne voulait pas de lui. Hein, suivez-moi. Des raisons, mais on dit toujours des raisons politiques, mais les raisons politiques trouvent l'application dans les raisons juridiques, dans les raisons légales, dans les raisons réglementaires. Parce que la politique en elle-même, mais comment vous allez l'exercer sans référence légale, sans référence réglementaire? Il faut aller vers la légalité pour appliquer des décisions politiques. La loi elle-même, comment Aristote l'a définie? Mais Aristote dit que la loi est une décision politique du grand nombre. Vous comprenez? C'est une décision politique du grand nombre. Ça signifie que la vision, l'état d'esprit, les objectifs de cette société-là, quand vous vous réunissez, vous dites, bon, notre loi va dans tel... C'est pourquoi toutes les lois ne sont pas les mêmes par rapport au code de la famille, par rapport au code de commerce. Il y a des points convergents, mais il y a aussi des points divergents par rapport à chaque société. Pour revenir à la question, je pense que les institutions nationales ne pouvaient même pas perdre beaucoup de temps. Il n'y a pas de loi Tchani. Tchani n'est pas député. La proposition de loi Tchani apportée par M. Tsing Pouloulou. Non, Tchani n'est pas un député pour apporter une proposition. Il a contribué, mais c'est un député. Si c'est une proposition, c'est un député qui l'apporte. Il l'apporte. Et donc, les problèmes, les problèmes ne se posent pas. Mais quelle est la matière que revêt cette loi? Mais si ça vise Katumbi ou tel, mais j'ai dit que cette loi-là, la Constitution déjà, la Constitution interdit la nationalité congolaise de ne pas être concurrente à une autre. Est-ce que la question, excusez Delphin, est-ce que la question n'est pas réglée pour que celui qui n'est pas congolais ne puisse pas postuler à la présidence? Mais Katumbi a un passeport. Suivez, la nationalité ne s'acquiert pas par un passeport. Ce n'est pas par l'acquisition d'un passeport. Lorsque vous allez dans la Constitution, dans les lois de la République, la Constitution n'est pas acquise par l'obtention d'un passeport. Bien sûr, la Constitution, on ne l'acquiert pas par l'obtention d'un passeport. Vous pouvez l'obtenir. Mais c'est le président Tshisekedi qui a dit, pour des raisons de commodité de ceci, donnez-lui le passeport. Ça, c'est politique. C'est une décision politique. Ce n'est pas la loi. Mais une décision politique... Cette décision n'a pas d'effet sur la Constitution? Non, pas du tout. L'autorité du président de la République en tant qu'institution a la latitude, même un étranger. Le président de la République peut dire pour telle raison. On peut lui donner tel acte, lui conférer telle responsabilité
pour plaider pour les intérêts, par exemple, du Congolais. Ceci est écoutez, le président de la République ne viole pas la loi. Mais pour telle raison, il dit, OK, faisons la paix, faisons l'unité. Mais la loi va être appliquée. Lorsque la loi veut ça, le président de la République n'est pas la Commission électorale nationale indépendante. Mais la Commission électorale nationale indépendante ne dira pas pour des raisons de paix, le président Tshisekedi a dit oui, donner à Katumbi le passeport. Non. Ne dira pas, le ministère des Affaires étrangères lui a délivré. Non. La loi électorale va se... Est-ce que ce qui a fait que le président Katumbi Moïse ne soit pas accepté comme candidat, ce qui a fait que sa candidature soit écartée lors des dernières législatures. Est-ce que cette raison a changé à ce jour? La raison n'a pas changé. Ce n'était pas écouté. On avait brandi autant de passeports, qu'il était italien, qu'il était... C'est ce que j'ai dit. Ainsi de suite. On peut s'époumoner pour rien à longueur de journée, alors que quand on s'époumonne trop, on effrite la solution. Le président Tshisekedi n'est même pas concerné. Il n'est même pas là-dedans. Parce que lui, pour preuve, c'est lui qui accepta que Katumbi revint au pays. Le passeport, comme j'ai dit. Ça, c'est une décision politique d'autorité. Mais les décisions légales vont devoir s'asseoir sur les lois de la République. Mais il a été gouverneur. Il a été gouverneur. Il a été député national aussi. Ceci ne confère pas la nationalité à quelqu'un. La nationalité congolaise ne s'acquiert pas par les fonctions, par aucune autre manière que par la procédure requise. Vous pouvez, même par erreur, devenir président de la République. Même par erreur, devenir. Mais Sami Badibanga devint Premier ministre de la République du Congo. Au lendemain de son avènement, il a été mis à jour le fait qu'il avait la nationalité belge, je crois. Et puis en ce moment-là, mais la loi s'est appliquée. Il a démontré qu'il n'avait plus cette nationalité et qu'il avait déjà renoncé à celle-là. Mais les fonctions, il les a occupées. Est-ce que cela empêcha que l'on ait traité de la question? Il était Premier ministre en fonction. Mais les institutions de la République ont traité de la question et finalement, il a présenté des preuves qu'il avait déjà renoncé à cette nationalité. Mais il était Premier ministre. Écoutez, donc, les fonctions, on peut les occuper. Mais le moment venu, eh bien, ceux qui sont vigilants, peut-être que vous êtes passé par les dos de la cuillère, mais à un moment donné, la lumière peut être rétablie. Donc, je vous dis que la loi Tiani, comme vous l'appelez ou pas, la Constitution a déjà consacré le fait que la nationalité congolaise n'est pas concurrente. Alors, et donc, que vous soyez de mère congolaise sans père ou de père congolais sans mère, mais alors, si vous êtes détenteur d'une autre nationalité, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez véhiculer ce que j'ai dit? Je suis professeur de droit et de droit constitutionnel. Et donc, laissez des élucubrations dans tous les sens pour distraire la nation. La Constitution a déjà donné la solution. Une autre loi complémentaire ou pas, la Constitution est déjà stable en cette matière. C'est par un moratoire de la présidence du président Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Il avait une décision politique qu'il avait initiée, un moratoire par rapport à cette question des nationalités concurrentes. Mais la loi n'a jamais changé. Est-ce que vous pouvez vous taire? Est-ce que vous pouvez laisser le président de la République et les institutions ainsi que les Congolais libres, que cette loi-là soit là ou pas? La Constitution qui est la mère de loi, qui est la maison du droit, la maison des lois. Cette Constitution a déjà consacré l'interdiction de la non-concurrence de la nationalité congolaise à une autre nationalité. Ceci règle l'affaire et donc la CENI, elle va recevoir des dossiers de tous les prétendants à tous les niveaux. Elle va traiter selon les lois et les règlements de la République. Professeur Willy Makache, une question directe, je suis en train de vous regarder. Vous avez répondu comme politique ou comme professeur de droit constitutionnel? Parce que vos étudiants vous regardent. Les deux. D'abord, le sous-bassement est d'abord scientifique. Le sous-bassement est juridique, il est légal. Parce que je vous parle de la Constitution. Je ne vous parle pas de politique. Un autre constitutionnaliste peut venir oui, faire un débat avec vous, un professeur, sur ces points ici. Bien sûr, qu'il vienne avec une autre constitution, avec la loi fondamentale de 1960, mais qu'il ne vienne pas avec la constitution qui nous régit actuellement, qui a déjà consacré
la nationalité congolaise non concurrente à une autre. Alors, on me fait signe, il nous reste 5 minutes. Donnez-moi la photo de Cardinal Ambongo ou Noël Tchani, j'aimerais bien ça. Cardinal dit que vous, les députés, il vous a traité, vous, les apprentis sorciers. Il dit que cette loi, cette proposition de loi va diviser les Congolais. Vous jouez avec le feu. C'est ce que je vous dis. Ce que les cardinaux disent, ce que vous-même vous dites. Ça peut diviser les Congolais? Non, suivez-moi. Voilà. Les Congolais ne seront jamais divisés pour des raisons d'intérêt mesquin de quiconque. Ils ne seront jamais divisés. Parce que les Congolais sont unis par la Constitution. Même si elle a des lacunes, même si elle a des faiblesses, même si elle a des tares, parce qu'elle n'est pas à 100% congolaise. Mais les Congolais l'ont endossée par les référendums. C'est pour cela que la Constitution qui nous régit continuera à nous régir jusqu'à ce que nous l'amendrons. Parce que vous savez, lorsque même le Palou l'adopta à l'époque du référendum, qu'est-ce que le Palou, sous le patriarche Antoine Gizenga avait dit? Nous l'adoptons parce que c'est par cette voie que nous allons passer, mais lorsque le Parlement congolais sera réellement congolais, en ce moment-là, les patriotes congolais qui y seront, comme représentants du peuple, vont maintenant mettre en place, non pas une constitution des pacotilles, comme le dit souvent le professeur Jacques Dioli, non pas une constitution importée, mais la véritable constitution de la République. Pour le moment, on n'a pas encore une véritable constitution congolaise, mais on en a une qui a quand même quelques repères que nous devons garder, et maintenant, elle nous donnera l'occasion d'aller vers la constitution réellement congolaise, parce que quand vous allez en Égypte, avez-vous interrogé, lu, parcouru la constitution égyptienne? Mais elle dit exactement la même chose, même si ce ne sont pas les termes père et mère. Elle dit, vous devez être des parents, tous les parents, père et mère, pas d'homosexualité. Alors, les gens d'homosexualité là, il faut être de quel... Parce que si vous... c'est femme. Alors vous êtes de père, mère. Voilà encore la bêtise. Parenthèse. Alors lorsque la constitution, en Égypte, la constitution égyptienne les consacre. Si vous n'êtes pas égyptien de père et de mère, sinon on peut le dire ainsi. Si vous n'êtes pas égyptien de père et de mère, vous ne pouvez pas accéder à la magistrature suprême. La loi, la constitution algérienne et de beaucoup d'autres pays que je peux vous énumérer parce que vous parlez de 5 minutes. Beaucoup d'autres, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez devenir président des États-Unis d'Amérique par rapport à votre nationalité, pour avoir acquis la nationalité américaine? Vous ne le devenez pas, c'est consacré. C'est consacré également. Ils ont des règles. Et donc, j'ai dit, faisons la paix. Si vous avez dit le cardinal a dit des apprentis, non. Vous savez, le cardinal, c'est notre père spirituel. Nous ne pouvons pas parler d'un prophète, d'un consacré de Dieu. S'il a des problèmes, c'est Dieu seul qui s'en charge. Mais la société doit s'intéresser. Donc, vous livrez le cardinal entre les mains de Dieu? Bien sûr, je ne le livre pas. Il est serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ont des problèmes avec la société, s'ils les font contre Dieu, s'ils sont des Saül, s'ils sont des... Vous comprenez? S'ils sont des Balaam ou Balak, à qui Dieu donne le pouvoir de bénir, et lui, il est corrompu pour poursuivre les Israélites, les maudire. Mais après, il finit par dire, on ne peut pas maudire ce que Dieu a. Suivez d'abord. Le cardinal dit souvent des choses qui dérangent la société. Mais c'est lui souvent aussi qui amène à la division de la société dans les propos. Mais lorsqu'il avait dit à l'époque que tel a volé la victoire, Tshisekedi a volé la victoire de Fayoulou. Et, voilà, et il compara cela dans la Bible avec Jacob et Ésaü. Mais est-ce que le cardinal avait-il lu les Saintes Écritures normalement qui ne traitent pas Jacob comme un fraudeur? Jacob ne frauda jamais. Est-ce que Dieu peut agréer un fraudeur jusqu'à faire, il dit, Jacob, tu deviens Israël. Et que tout soit consacré sur les 12 enfants de Jacob, parce qu'il ne frauda. Le cardinal n'avait pas lu la prophétie dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas le premier qui prendra, c'est le deuxième. Merci, président Willy. Et donc, vous voyez souvent... On est déjà à la fin, 1 minute. Je vous laisse comme le mot de la fin. Alors, monsieur Regan, donnez-moi la photo de la SNEL. J'aimerais bien terminer avec cette question. La gestion du régime Tshisekedi est-elle rassurante pour les biens de tous? Il y avait quand même les DG de la SNEL. Vous êtes député national, vous étiez au Parlement. Vous l'avez mis à mal pour le peuple, ou vous l'avez jugé un vrai incompétent, vous l'union sacrée? Bon, je ne peux pas le dire à titre individuel. La décision a été collective. À ce jour,
en tant qu'élu de la nation, au niveau institutionnel, la décision a été collective. Lorsqu'elle est déjà prise, c'est l'institution qui engage. Ce n'est plus un député à titre individuel qui dise oui ou non. Oui, c'est l'Assemblée nationale qui a connu de la question pendant plusieurs jours. Et au demeurant, l'Assemblée nationale en plénière, les votes a eu lieu. Et les votes a consacré en majorité le départ du DG par rapport parce qu'en ce moment-là, c'est la continuité de l'action qui compte. Ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas l'individu du gestionnaire qui était là, mais c'est les gestionnaires. Les gestionnaires, en tant que c'est lui, le responsable qui porte la gestion. Et les passifs et l'actif. Et donc, il a payé le prix. Parce que lui, quand il devrait montrer clairement les lignes maîtresses de l'amélioration des conditions de cette société-là qui est vitale pour la République. Et quand vous dites est-ce que la gestion de Tshisekedi est rassurante? Est-elle rassurante? Pour le bien de tous. C'est votre mot de la fin. La gestion de Tshisekedi est très rassurante. Moi, je ne fanatise pas. C'est vrai ça? Suivez toutes les émissions depuis la nuit des temps. Je ne fanatise pas. Lorsque nous fûmes à l'opposition et lorsque nous sommes entrés au pouvoir, depuis la nuit des temps, c'est toujours la cohérence parce que c'est pour le pays, c'est pour l'État. Ce n'est pas pour le fanatisme. Mais il faut que je donne des repères pour rassurer. Et pourquoi, si la gestion de Tshisekedi n'était pas rassurante, vous n'auriez pas parlé d'un directeur général de la SNEL qui est vital, qui soit viré. Mais il est viré parce qu'il faut améliorer. Mais lorsque nous parlons de 145 territoires, les développements de 145 territoires, avant d'aller en détail, parce que le pays est constitué en entités. Et les entités de base sont notamment les territoires. Dans les territoires, dans notre pays, vous trouvez les secteurs, les collectivités. Dans les collectivités, les secteurs, vous trouvez les groupements qui sont des chefferies en termes de chefs coutumiers qui règnent là. Et dans les groupements, vous trouvez des villages. Et les villages, c'est la dernière entité de notre société. La toute première entité du départ jusqu'au niveau de l'État. Et maintenant que le développement est consacré, à partir de ces villages-là, pour remonter, mais ça, ce n'est même pas un programme du gouvernement de Tshisekedi, c'est finalement un projet de société. Tshisekedi aura légué, à la fin de son deuxième mandat, de 5 ans qui vont venir ici. Il va passer? C'est nous qui vous le disons. Moi, je suis du parti Lumumba unifié Delphin. Regardez-moi très bien. On est déjà à la fin. Il y a Katumbi, il y a Martin Faïlou, il y a Denis Sanga, il y a Matata Pognon qui vont faire face. On est vraiment à la fin. Il y a tout le monde. 30 secondes. Il y a tout le monde, mais c'est le palou. Demandez. Le palou, c'est le palou. Là où nous disons c'est à gauche, c'est à gauche. Là où nous disons à droite, c'est à droite pour l'intérêt de la nation. Ce n'est pas pour des boutiques que les gens créent. Mais ce qu'il faut faire, l'union sacrée là, comme vous avez dit, est-ce que c'est le FCC bis? Mais non, l'union sacrée n'est pas le FCC bis. Mais pour le moment, par rapport à la conception du géniteur et des acteurs tout autour. Mais il faut éviter que l'union sacrée sombre dans le FCC bis. Et elle n'est pas le FCC bis. Mais nous devons éviter que les mêmes tares ne reviennent pas pour que ce ne soit pas le FCC bis. Parce que déjà de la manière dont l'Union sacrée est structurée, le FCC n'était pas structuré comme cela. Merci. Merci, professeur Willy Makiashi. Je précise que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Vous êtes également député national, président du groupe parlementaire Palou et allié Alliance CCU. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également secrétaire général du Palou et chef du parti. Oui, mais c'est ce parti-là. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Dieu dit, et lorsque vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci. Merci. Espérons que vous allez apporter un soutien meilleur pour que le chef de l'État soit encore élu, parce que là, il y a les FDC, il y a plusieurs personnes. On dit que les Palous suivent toujours là où il y a la signature. Alors, restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, il y avait M. Eric.